Bonsoir à toutes et tous. On est absolument ravis de vous avoir avec nous. On voit de plus en plus nombreux à vous connecter. En tout cas, on est ravis de lancer ce premier dialogue démocratique avec vous et en compagnie de Jérôme et de Calvin qui vont s'exprimer tout à l'heure sur cette question qu'on est en train de se poser et sur laquelle on veut entrer en dialogue avec vous sur les formes de mobilisation des diasporas africaines en Europe qui soutiennent avec l'Afrique l'agenda démocratique du grand continent. Alors moi, je m'appelle Arlande Aroukoun, je suis responsable du laboratoire Nord de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, laboratoire Nord qui est basé en France, hébergé par l'incubateur de politique publique qui s'appelle Je m'engage pour l'Afrique, qui est basé à Paris. Et nous sommes installés dans la capitale européenne française, à Strasbourg, qui héberge le Parlement européen à Strasbourg, et puis qui est aussi capitale européenne des droits de l'homme. Alors, juste quelques petites questions, quelques petits points pratiques. C'est vraiment, la volonté, c'est de faire ensemble un dialogue, d'être en communication et en échange absolument ensemble. J'ai la chance d'être accompagnée, de 2 merveilleux panélistes, de mon collègue Guy, qui nous accompagne et nous assiste sur le volet technique, mais c'est vraiment un temps d'échange ensemble. Donc, sentez-vous absolument libre de poser toutes vos questions dans l'espace, qui est prévu à cet effet, donc dans l'espace de conversation, d'y mettre aussi vos remarques et elles nous seront remontées. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez échanger avec nous, nous partager vos remarques et observations sur cette question des formes de mobilisation des diasporas africaines d'Europe en soutien à l'agenda démocratique en Afrique. Alors, juste avant de laisser la parole à mes deux intervenants, juste vous poser quelques contextes, quelques éléments de contexte sur le laboratoire Nord de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Alors, vous le savez déjà parce qu'on l'a dit maintes et une fois, la Fondation d'innovation pour la démocratie est une fondation panafricaine qui est basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, et qui a un certain nombre de laboratoires qui sont basés sur le continent africain. Donc, on a le laboratoire Centre, qui est basé au Cameroun et qui rayonne sur toute la sous-région Afrique centrale. On a le laboratoire Ouest et Méditerranée qui est basé à Abidjan et qui résonne sur toute l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. D'autres laboratoires et antennes sont en cours d'ouverture pour vraiment étendre notre maillage sur le continent africain. La Fondation de l'innovation pour la démocratie a pour vision principale de faire vivre la démocratie substantive en Afrique en dialogue avec les diasporas africaines et le reste du monde. Donc, en dialogue avec les diasporas africaines, d'où l'intérêt du laboratoire Nord, qui est donc basé en France et qui rayonne sur les diasporas africaines basées sur le continent européen, avec pour vocation, effectivement, déjà de les identifier, d'animer toute une programmation, de les mettre en réseau et de pouvoir les accompagner selon les enjeux et les attentes qui émanent d'elles-mêmes. Et donc ça, c'est tout l'intérêt du laboratoire Nord de la Fondation. Si vous avez des questions, encore une fois, je le répète, l'espace de conversation est vraiment là pour ça. Posez-y absolument toutes vos questions. On est vraiment dans ce temps d'échange. Et je ne serai pas plus longue sur ce temps d'introduction et je vais me tourner vers mes deux intervenants, mes chers Jérôme Pinger et Calvin Mial. Merci d'être avec moi. Merci de nous donner de votre temps pour cette première édition du dialogue démocratique sur cette question ô combien importante sur les formes de mobilisation des diasporas africaines en Europe en soutien à l'agenda démocratique en Afrique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérôme, tu es président et cofondateur du réseau de recherche stratégique sur la sécurité au Sahel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de toi, de ton parcours? Et puis ensuite, on te demandera qu'est-ce que c'est que ce réseau? Quels sont les travaux que vous menez? Moi, j'en sais un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment qu'on soit tous au même niveau d'information. Et puis, voilà, comment les travaux que tu as pu mener ont fait émerger un certain nombre de travaux de cartographie, finalement, sur les formes de mobilisation. Et puis, je me retournerai vers Calvin tout à l'heure, qui est donc député belge et aussi secrétaire général du cercle Félix et Marthe Moumier, basé en Belgique. Donc pareil,
On aimerait en savoir plus sur toi. Qu'est-ce que le cercle? Et puis toi, en tant que député belge, quelles sont finalement les observations que tu fais sur le terrain, sur les formes de mobilisation des diasporas et comment, dans ta posture d'élu, tu les accompagnes en fait à développer et puis à renforcer les différentes formes de mobilisation que toi, tu arrives à identifier sur le terrain. Alors, Carla, si tu arrives à nous mettre à ta caméra, je sais qu'à un moment donné, tu avais quelques petits problèmes sur la partie caméra. Le moment où tu arriveras à le faire, ce sera formidable. On sera ravis de te voir, en plus de t'entendre. Alors, si tu veux, on va laisser Jérôme peut-être commencer le temps que oui, je suis bien là. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je vais bientôt mettre ma caméra. Super. Le temps que tu arrives à mettre tout ça en place, on laisse la parole à Jérôme. Jérôme, s'il te plaît, la parole est à toi. Merci. Merci Arlande, bonsoir à toutes et à tous. Merci au Labo Nord et plus largement à la FIDEMO pour les échanges constants qu'on a depuis plusieurs mois sur les sujets des diasporas évidemment, mais plus largement sur comment alimenter une réflexion transversale sur les questions de démocratie, de coopération, etc. Alors moi, comme tu l'as dit en introduction, je suis le président et le cofondateur du 2R3S, qui est le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, donc qui est une ONG française, donc loi 1901, représentée dans ce qu'était à l'époque l'ensemble des pays du G5 Sahel, mais également élargi progressivement depuis quelques temps à d'autres pays, avec des partenaires au Cameroun, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, et avec une véritable volonté depuis 2 ans maintenant d'élargir ce qu'on a initié, ou en tout cas les actions qu'on a essayé de mener au Sahel central et comment les élargir à une partie de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas les pays du Golfe de Guinée. Nous, le 2R3S en 2 mots. Alors moi, je suis cofondateur du réseau. C'est une réflexion finalement que moi j'ai menée très très tôt dans mes recherches de thèse. Comme ça fait le lien avec mon parcours personnel pour remettre un peu en contexte. Moi, j'ai fait une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS à Paris, et j'ai travaillé sur les questions de terrorisme et de contre-terrorisme au Sahel. Et le 2R3S, c'est quelque chose que j'ai pensé avec pas mal d'acteurs, parce qu'en fait, on est un réseau de réseaux, on est une ONG, on est un opérateur, on est un partenaire de mise en œuvre pour le langage qu'on utilise dans le domaine de la coopération. On n'est pas un centre de recherche, on n'est pas un think tank, mais moi et beaucoup de gens qui sont associés au 2R3S, nous sommes des chercheurs de formation. Mais là où c'était intéressant, c'était de voir dans quelle mesure, il y a déjà plus de 12 ans maintenant, comment on pouvait essayer de décloisonner un petit peu les approches de la réflexion et en lien avec les acteurs de l'action sur le terrain. Et donc l'idée est venue très rapidement, moi, dans mes recherches de thèse, à travers Mes premiers terrains, c'est la Mauritanie en 2012-2013. On est avant le G5 Sahel. Et l'idée à l'époque, c'est de créer des réseaux de réseaux et de voir comment on va renforcer une approche endogène, ce que nous on appelle l'endogénéisation des narratifs et des récits sur une zone en ébullition déjà à l'époque, qui crée beaucoup de fantasmes. Et on le voit en 12 ans que on a beaucoup évolué, mais souvent malheureusement pas dans le bon sens sur les narratifs, sur les réponses aux différentes crises. Et nous, on voulait que ce soit un réseau qui soit porté d'abord par des acteurs africains, que ce soit porté par des acteurs de la réflexion, qu'on soit dans une logique vraiment de décloisonnement, chose qu'on a beaucoup de mal à voir dans le monde, dans l'espace francophone. Et donc, de voir comment on pouvait associer réflexion stratégique à mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. Et c'est pour ça que nous, dans ce paysage, on est, comme je le disais, un opérateur ou un partenaire de mise en œuvre au sens propre du terme, comme on est considéré comme les grandes ONG sur le terrain. On travaille avec l'Organisation internationale de la francophonie. Je pourrais y revenir parce que c'est avec la francophonie qu'on a produit une étude en fin 2023, début 2024 sur justement les diasporas sahéliennes, et j'en dirai un peu plus tout à l'heure, Mali, Niger, Burkina, dans le domaine de la paix et de la stabilité. Donc l'OIF, c'est notre partenaire historique. Et c'est important de rappeler à quel point aujourd'hui, ce qui nous lie aussi, c'est la francophonie. Et donc nous, on travaille à travers 2 axes principaux.
tout est corrélé dans ce qu'on essaye de faire, mais nous, c'est d'abord toutes les questions liées à la réflexion stratégique, l'anticipation, la réaction aux crises. Donc travailler sur les outils, finalement, aussi de prospective. Comment, avec l'OIF et avec d'autres, on avait commencé à mettre en réseau aussi les centres d'études stratégiques des États de la sous-région. Et déjà à l'époque, en 2017, la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal, ou même le Cameroun étaient déjà présents. Donc même si on était en format un peu G5 Sahel pendant 10 ans, on était déjà dans cette logique de dire que il faut aller au-delà, il faut penser Afrique de l'Ouest et il faut penser aussi coopération Nord-Sud. Et aujourd'hui, on est au cœur de cette espèce de, de, de nouvelle répartition des questions de géopolitique, d'influence et autres. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on a proposé, ce qu'on a mis sur la table, et j'y reviendrai peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, mais ce qu'on avait proposé notamment en amont du sommet Afrique-France n'était pas si stupide parce qu'on était sur comment travailler sur la question de la société civile, des jeunes, les femmes, les diasporas, parce qu'on s'était rendu compte que pendant longtemps, travailler sur les diasporas dans cette partie du monde, dans cette zone de l'Afrique, c'était souvent à travers les questions d'entrepreneuriat, souvent à travers des questions d'investissement, de micro-investissement, de production d'activités génératrices de revenus, beaucoup moins sur des questions de leadership, sur des questions de paix et de sécurité. Et donc, on a réussi à produire finalement cette première ébauche, ce premier projet l'année dernière et sur lequel on espère pouvoir comptabiliser pour d'activités plus importantes et mises à l'échelle en 2025. J'y reviendrai également. Et donc, on remercie évidemment la FIDEMO et le Labo Nord de nous donner l'opportunité d'en parler. C'est la première fois depuis qu'on a rendu cette étude au printemps 2024 qu'on commence vraiment à en reparler et on est en discussion avec l'OIF sans trahir de secret pour voir quelles seront les échéances début 2025 pour faire des restitutions, faire une restitution évidemment au siège à Paris de l'OIF, mais également au Sénégal et en Côte d'Ivoire, puisque notre étude s'est tournée vers les diasporas sahéliennes depuis la France, depuis le Sénégal et depuis la Côte d'Ivoire. Donc voilà en propos introductif ce que je pouvais dire, vous remercier et dire que le 2R3S est vraiment un partenaire d'action. Hein, on est vraiment au carrefour de cette réflexion stratégique qui est souvent très cloisonnée, hein, le monde des chercheurs. J'en suis un de formation, donc je peux aisément en parler. On a beaucoup de difficultés à dépasser finalement notre secteur d'activité au même titre que le monde du développement, de la diplomatie, de la défense ont aussi beaucoup de mal à se décloisonner et on connaît les répercussions bureaucratiques et institutionnelles aujourd'hui sur l'Afrique de l'Ouest en général. Donc je suis ravi de voir qu'on puisse entamer ces discussions aujourd'hui et évidemment au-delà de la réflexion et de l'analyse que je proposerai sur notre étude, je serai surtout ouvert aux contributions et aux réflexions, parce qu'encore une fois, les recommandations qu'on a proposées, si on arrive à les mettre en œuvre à partir de 2025, ça sera avec la contribution des uns et des autres, et pas uniquement dans une relation incestueuse que peuvent avoir des fois les opérateurs et les bailleurs de fonds. Donc, merci beaucoup, Arland, encore une fois, de cette opportunité. Merci à toi, Jérôme, pour cette introduction absolument captivante et riche. Il y a déjà pas mal de choses qui émanent de ce que tu viens de dire et forcément plein de questions qui vont nourrir la suite de nos échanges. Et si je peux juste me permettre, alors FIDEMO, je sais que c'est un acronyme qui sonne assez souvent, mais il n'est pas encore validé. En interne, on est en recherche sur quel sera le bon acronyme. Et c'est vrai que Fondation de l'innovation pour la démocratie, à la fin de la phrase, on se dit, bon, est-ce qu'on peut pas raccourcir? Mais pour l'instant, on n'a pas encore validé cet acronyme-là. Et surtout qu'on a entendu une petite histoire sur ce que c'était l'origine de quelque chose qui s'y a trait et on n'adhère pas encore à cet acronyme en tout cas. Merci encore à toi, Jérôme. Calvin, c'est à toi. Est-ce que tu peux brièvement, encore une fois, te présenter, nous dire qui tu es, et toi, dans ton engagement en tant qu'élu, mais aussi en tant que secrétaire général du cercle Félix et Marthe Moumier, que tu nous présenteras aussi, nous dire, voilà, brièvement, quelles sont les observations que tu fais déjà sur le terrain, et on va pouvoir approfondir dans la suite des échanges. Je le dis encore, l'espace commentaire est pour vous. Posez-y absolument toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Calvin, merci à toi. Merci Arlande, j'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Calvin Suarez Ndial. Je suis d'origine togolaise et camerounaise. Je suis député belge depuis 2019. J'ai été réélu en 2024.
Je m'excuse par avance parce que voilà, il y a quelques turbulences qui sont liées à l'actualité politique en Belgique. Vous savez que la Belgique est un pays extrêmement décentralisé avec des gouvernements différents et nous n'avons toujours pas de gouvernement fédéral depuis 6 mois et de gouvernement régional non plus. Et donc, c'est pour cela que vous avez vu que je me suis connecté un peu tard, que parfois je vais changer de place, mais je serai là jusqu'au bout. C'est le plus important. La première chose que j'aimerais dire, c'est que par rapport à mon parcours, moi, je suis arrivé, j'ai grandi au Togo, je suis arrivé ici en Belgique en 2004. J'ai d'abord milité dans beaucoup de cercles estudiantins, panafricains notamment, où on en parlera tout à l'heure, on évoque la démocratie et j'aimerais remercier la Fondation de l'innovation de la démocratie et j'ai eu l'opportunité de visiter le Labo Nord à Strasbourg, mais aussi ce qui se fait à Marseille au Labo Sud. Donc, je voulais remercier la Fondation pour cette réflexion qui est absolument importante parce qu'il y a des dynamiques transitionnelles au niveau démocratique qui ont cours dans les diasporas et notamment en Belgique ici. J'ai commencé à militer dans les cercles étudiants panafricains où la question démocratique est assez vivace parce que vous devez savoir qu'en Belgique, il y a aussi une tradition qui est liée à l'engagement des diasporas africaines par rapport à la question démocratique telle qu'elle vit sur le continent, mais aussi en lien avec les relations. Jérôme a parlé tout à l'heure de relations incestueuses et certains n'hésitent pas ici à utiliser ce terme concernant les relations entre l'Afrique et l'Europe, notamment en ce qui concerne les considérations démocratiques. Et dans la jeunesse, cela vit beaucoup. Et donc, après mes études de droit et de sciences politiques, j'ai été conseiller juridique, j'ai été chargé d'éducation permanente, comme on dit ici, populaire, comme on dit en France, et j'ai été enseignant également avant d'être élu journaliste, avant d'être élu député. Pour le reste, je suis engagé dans plein de mouvements, notamment des mouvements panafricains qui travaillent la question démocratique, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, mais aussi, et j'en viens, le cercle Félix et Marc Moumié, le cercle Félix et Marc Moumié qui s'appelait à l'origine le cercle Félix Moumié, du nom de l'ancien président de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui est ce parti panafricain révolutionnaire qui a pris les armes contre la France et ses supplétifs lors de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, à laquelle mon père également a participé. Et ce mouvement avait été créé à l'origine par des étudiantes et des étudiants camerounais qui résidaient en Belgique et qui étaient dans une sorte de mouvement de résistance par rapport au changement au Cameroun et notamment à l'avènement de la démocratie sur le sol camerounais. Et donc, nous avons décidé, ce cercle était tombé un peu en désuétude et nous avons décidé, il y a quelques années, de le remettre au goût du jour, mais aussi d'y faire travailler une jeunesse qui est fortement engagée sur le terrain, par rapport à cette transition démocratique, au débat démocratique sur le continent, dans la mesure où ils sont fortement interpellés par ce qui se passe actuellement sur le continent, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, où ce qui se passe avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye les touche beaucoup. Au Ghana, récemment, avec la énième transition démocratique qui a eu lieu. Et donc, aujourd'hui, le cercle Félix Moumié s'appelle le cercle Félix et Marthe Moumié parce que nos jeunes militants, après une longue concertation, ont proposé que ce cercle s'appelle Félix et Marthe Moumié en référence aussi à l'épouse, mais aussi militante de l'UPC, de Félix Moumié, qu'on oublie un peu et on la présente toujours comme l'épouse de Félix Moumié, alors qu'elle a été une vraie militante politique pour l'indépendance. Et c'est en hommage, en famage plutôt à elle, qu'on a choisi ce nom, le cercle Félix et Marthe Moumié. En ce qui concerne les dynamiques, et je terminerai, je sortirai par là, il faut rappeler que on peut parler de 3 temps
en ce qui concerne les questions démocratiques liées aux diasporas. On a eu un premier temps qui est lié en fait à l'avènement des indépendances en Belgique, puisque la Belgique est un État colonial qui a colonisé le Congo et la figure de Patrice Emery Lumumba est une figure qui fait extrêmement débat en Belgique. Et l'indépendance du Congo a ouvert la voie à l'arrivée de certains étudiants congolais ici, qui ont résidé ici, mais aussi à l'arrivée d'étudiants camerounais, d'étudiants d'Afrique de l'Ouest, de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis on a eu un deuxième temps, c'est toute la lutte contre l'apartheid, avec la mobilisation des étudiants ici contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela dès les années 70, 70, comme on dit en France. Et puis, on a eu l'avènement, le vent démocratique des années 90, qui a connu une grosse mobilisation ici. Mais jusque-là, on va dire que tous les regards étaient tournés vers le continent. C'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants, les jeunes qui étaient ici, avaient l'idée du retour, le mythe du retour, c'est-à-dire changer les choses au pays pour pouvoir y retourner, pour pouvoir s'engager dans ces pays. Et puis, on est passé aux années 2000, avec, on va dire, une grosse déception au sortir des années 90. La déception liée au fait que ces attentes démocratiques n'ont pas été rencontrées. Et puis, le mythe du retour qui s'effondre petit à petit et l'arrivée d'une nouvelle génération qui pense son avenir pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique, et donc qui est à cheval entre les deux. Et aujourd'hui, une nouvelle génération qui est beaucoup plus connectée aux nouvelles technologies et qui n'a pas besoin forcément d'être sur place pour pouvoir avoir une réflexion, pour pouvoir militer. Et aujourd'hui, c'est avec cette génération que nous travaillons. Et puis, cette génération est fortement marquée par le refus des leçons démocratiques qui sont données depuis le Nord, en réalité. Et aujourd'hui, cette jeunesse est un peu entre les deux, revendique son africanité, son panafricanisme, mais est aussi interpellée par les relations entre leur pays, le pays qui a adopté leurs parents et leurs grands-parents ici, et leur pays d'origine. Et donc, je pense qu'il est très important d'aborder 3 points. D'abord, les nouveaux cadres qui se créent, les nouveaux cadres de réflexion et de militantisme. Vous voyez que depuis les années 60, ces cadres ont changé. Et puis ensuite, toutes les questions qui sont liées à la jeunesse. Et enfin, la démocratie est aussi très remise en cause par rapport au mode de gouvernance, au souverainisme, au panafricanisme. Je pense que ce sont des points importants à développer. Merci. Merci beaucoup, cher Calvin, pour cette présentation absolument intéressante, avec des points aussi qui ont été relevés de ton point de vue et qui appellent un certain nombre de questions. Il y a déjà des questions qui sont posées dans le chat, mais je vais en poser quelques-unes avant de vous ouvrir le micro, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans ce temps participatif de bout en bout. Alors, Jérôme, je reviens vers toi sur un des points que tu as énoncé. Il y en a eu 2. Tu as parlé à un moment donné de cloisonnement. Et je pense que juste pour qu'on soit bien d'accord sur dans quel contexte tu parlais de cloisonnement, est-ce que tu parlais de cloisonnement entre différents univers, c'est-à-dire l'univers des chercheurs, l'univers des opérateurs et des acteurs de la diplomatie, ou est-ce que tu parlais de cloisonnement entre diaspora? Parce que je vois une question dans les commentaires et je me dis peut-être que ce point-là n'a pas été forcément mérité précision, ou alors ça parle de cloisonnement dans les 2 cas, et auquel cas ça peut être intéressant aussi de l'évoquer. Je te laisse peut-être juste répondre à ça et puis je poursuivrai. Merci. Bien sûr, merci Arlande et merci pour la question. Alors, tout d'abord, le cloisonnement que nous, on constate dès le départ, dans le cadre de notre travail de chercheurs intéressés par la mise à disposition finalement des savoirs dans les sphères opérationnelles. Ça, c'est un des questionnements ou une des problématisations de base que nous avions, nous, ceux qui avons initié directement ou indirectement la mise en place du réseau. Et je disais d'ailleurs que c'est quelque chose qui est très francophone, et on le voit dans la bureaucratisation ou l'hyper-bureaucratisation de la coopération Nord-Sud, et on le retrouve aussi
dans des administrations nationales, dans les pays dans lesquels on travaille. Donc c'est vraiment ce cloisonnement, cette approche sectorielle, cette approche en silo sur lesquels on travaille. Et moi, je le faisais à titre personnel parce que je l'ai dit en avant-propos, j'ai travaillé sur les questions de lutte contre le terrorisme et contre les politiques publiques liées à l'anticipation, à la réaction aux crises au Sahel et plus largement en Afrique de l'Ouest. Et on s'en rendait compte il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a beaucoup d'écrits là-dessus aussi, une littérature assez foisonnante sur cette incapacité justement à avoir des approches dites inclusives, globales, qui ont été au cœur finalement du leitmotiv de beaucoup de partenaires. Donc ça, c'est la réalité que nous, on a voulu quelque part appréhender puis combattre dans de la mise en œuvre. Et puis j'y reviendrai, il y a aussi cette question du cloisonnement dans la question du rôle des diasporas, puisque nous, on a véritablement travaillé à une toute petite échelle, évidemment, encore une fois, je le précise, parce que, et j'anticipe sur certains commentaires ou certaines réflexions qu'on pourra faire, parce que l'idée, c'était d'avoir un point de départ qui est non exhaustif, mais qui était intéressant parce que, pour la peine, la question du rôle des diasporas sahéliennes dans le domaine de la paix et de la stabilité, il était assez vierge parce que, comme je l'ai dit aussi, on parle de beaucoup de sujets liés à l'entrepreneuriat et autres. Et on s'est rendu compte aussi, dans ce domaine, et j'en reparlerai peut-être dans les opportunités, les recommandations et l'ouverture, c'est qu'il y a eu aussi, il y a beaucoup de cloisonnement pour un tas de raisons dans les approches qu'ont les communautés diasporiques dans le domaine de la paix et de la stabilité. Voilà. Donc c'est vraiment les deux aspects finalement qu'on pourra retrouver dans mon propos. Merci beaucoup pour cette réponse et du coup, on va aller plus loin sur le sujet. Très intéressant cette lecture aussi qui sort les diasporas finalement quand on parle de participation ou forme de mobilisation. Effectivement, nos imaginaires illustrent très bien avec cette question d'entrepreneuriat ou d'investissement ou de transfert de fonds et peut-être beaucoup moins, en tout cas, sur ces questions, comme tu disais, de leadership et de participation aux modes et aux moyens de gouverner ensemble les régions, les États. Calvin, merci beaucoup pour ce que tu disais. Moi, il y a un point sur lequel voilà, j'ai envie aussi de t'interroger dans ce que tu as dit. Et après, je viendrai sur tous les deux, sur finalement, concrètement, quelles sont les différentes formes de mobilisation que vous avez pu identifier. Mais la première, c'est, tu nous as donné un peu une frise chronologique, finalement, du lien que les diasporas pouvaient entretenir avec leur pays d'origine, avec toujours cet intérêt de suivre l'actualité politique du pays, mais peut-être dans un affect ou en tout cas dans un lien qui a évolué dans le temps. Il y a une première phase où on observe avec une véritable envie, peu importe le fondement, mais d'aller et d'accompagner le changement. Et puis, une phase après les années 90 où on est un peu désenchanté parce qu'en fait, on a le sentiment que les choses ne bougent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, on arrive sur une phase où on se dit, en fait, ce n'est pas que le retour en Afrique, on peut vivre les choses des deux côtés. Et puis, une phase où les nouvelles technologies ont accompagné finalement cette évolution, où encore plus que jamais, on est dans cette notion de vivre les choses sur les deux côtés, mais on peut même les vivre en remote, comme on le dirait, donc à distance. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que tu le résumes quand tu vois cette chronologie qui me semble assez intéressante et j'arrive moi-même assez facilement à en faire la lecture si on discute avec nos aînés, quand on en a encore des grands-parents, sur effectivement cette volonté de retourner, d'aller bâtir avec et finalement d'être peut-être un peu désenchanté une fois sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que face à ça, on a aussi tous ces mouvements de repatte, toute cette volonté presque du African Dream. Est-ce que tu le ressens quand même aussi sur cette question, non pas juste d'entrepreneuriat et d'investissement, mais aussi d'engagement politique, si on peut dire ça, mais d'engagement citoyen? Merci à toi. Oui, tout à fait. Quand je parlais de politique, évidemment, ça s'accompagne d'une vision économique aussi. En fait, quand on prend toute la question des matières premières, quand on prend aussi la question de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vit et qui est en lien avec la politique. La question des transferts de fonds est fondamentalement au cœur des réflexions ici parce que dans ma militance et dans les cadres où je milite, lorsque je vais à des conférences, lorsque je vais
dans des lieux de réflexion, dans des lieux de mobilisation. L'argument principal qui est mobilisé, c'est que économiquement, il y aurait par exemple moins de transferts de fonds et plus d'opportunités d'investissement si les régimes politiques étaient beaucoup plus démocratiques et étaient beaucoup plus ouverts et permettaient finalement un épanouissement qui n'était pas forcément lié à l'installation dans un lieu. Donc le mouvement RIPAT, effectivement, il existe, il est assez puissant. Et il est lié au fait qu'on a aussi dans cette militance beaucoup plus aujourd'hui de militance économique qui vise à montrer une autre image de l'Afrique que cette Afrique qui tend la main vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, tous des projets d'entrepreneuriat, des projets d'investissement qui sont menés. Néanmoins, aujourd'hui, il y a, dans le cadre de la réflexion démocratique, toute une série d'acteurs issus de diaspora qui se disent nous devons retourner, mettre la main, le retour ne s'envisage pas uniquement sur la base d'un retour physique. Il s'envisage aussi sur la base d'un engagement, y compris d'un engagement parfois virtuel par rapport à la question démocratique, par rapport à l'amélioration des conditions de vie, mais aussi des conditions de participation politique, dans les pays d'origine. Et donc, aujourd'hui, on a par exemple un mouvement qui s'appelle le mouvement Ujamaa, qui mobilise des étudiantes et des étudiants par rapport aux questions historiques, mais aussi par rapport aux questions politiques en lien avec l'économie. Comment est-ce que le changement de gouvernance démocratique peut avoir, disons, un impact positif dans les questions de sécurité. Jérôme en parlait, dans les questions de paix et de stabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle du départ des bases militaires françaises. Je prends un exemple concret. Des réflexions ont lieu sur comment les pays peuvent assurer leur propre sécurité à partir aussi de l'aide de la diaspora. Comment est-ce que les diasporas peuvent intervenir, peuvent s'impliquer dans des questions, et on le voit beaucoup avec la diaspora congolaise. Je prends son exemple par rapport à tout ce qui se passe à l'est du Congo. Je prends la diaspora malienne par rapport à tout ce qui se passe en lien avec le terrorisme au Sahel. Et dans cette diaspora, on a pas seulement une jeunesse, mais toute une forme de mobilisation qui dit, en fait, nous, Maliens, nous qui sommes originaires du Niger et d'autres pays, nous devons nous impliquer afin d'apporter aussi des solutions aux régimes qui sont aujourd'hui en place pour trouver des solutions concrètes plutôt que d'attendre toujours des solutions qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, pas seulement sur le continent, mais qui est fort et qui est lié aux questions d'identité. Parce qu'on a aujourd'hui ici des jeunes qui sont en lien avec des questions de discrimination, qui sont en lien avec des questions de complexe identitaire, parce que quand ils sortent dans la rue, certains me disent, mais Calvin, on ne dit pas et toi le malgache, et toi le béninois, et toi le congolais, et toi le rwandais. Non, ce qu'on dit, c'est que c'est le noir qui passe, c'est l'africain qui passe. Et donc, tout ce qui est mobilisé, tous les stéréotypes qui sont mobilisés, y compris en termes d'insécurité, en termes de maladie, en termes de tous les stéréotypes négatifs qui sont mobilisés aujourd'hui, ont un impact négatif sur leur vie quotidienne ici. Et donc, ce mouvement Ujamaa, par exemple, organise des visites. Récemment, ils étaient au Ghana parce qu'ils sont, avant même l'élection présidentielle, ils étaient au Ghana parce qu'ils s'interrogeaient sur pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs alternances démocratiques dans ce pays, quels sont les modèles, quels sont en fait les différents types de modèles, ou en tout cas comment fonctionne le modèle démocratique ghanéen, comment est-ce que la démocratie ghanéenne vit au quotidien, y compris dans des espaces limités comme dans les quartiers, comme dans toute une série de lieux qui font que ce pays, qui est au milieu de pays qui connaissent des difficultés, arrive toujours à connaître une alternance démocratique plus ou moins sans heurts. C'est la même question qui se pose pour le Sénégal. Et donc, oui, aujourd'hui, la question politique est fortement liée à la question économique parce que quand on parle de REPAT,
on parle aussi de gens qui veulent s'installer là-bas sans perdre un niveau de vie, on va dire le niveau de vie qu'ils connaissaient ici. C'est aussi un élément absolument important, qui veulent aussi investir pour se dire, j'investis dans mon pays d'origine et je vois que ça marche, et que l'Europe n'est pas forcément l'Eldorado dont on nous parle tant. Et donc, aujourd'hui, ils veulent aussi montrer le bon exemple par rapport à des Africains et à des Africaines qui vivent là et qui ont l'idée que l'Europe est forcément un Eldorado. Et donc ça, on a beaucoup de gens qui investissent, on a beaucoup de gens aujourd'hui, depuis 5 ans, ce qui me frappe, ou depuis 10 ans, on a énormément de jeunes issus de diaspora, ou en tout cas de gens issus de diaspora, qui s'intéressent aux questions de sécurité, qui créent des boîtes, qui travaillent sur l'analyse de la sécurité, ou en tout cas la mise en place de systèmes de sécurité sur place, et s'impliquent beaucoup sur ces questions-là. Et évidemment, les questions économiques, elles existent depuis fort longtemps, mais l'entrepreneuriat, l'import-export vit beaucoup dans les milieux diasporiques. Voilà ce que je peux rajouter pour répondre à ta question. Merci beaucoup, Calvin. Et ça donne la parole directement. Très belle transition pour toi, Jérôme. Avant qu'on en arrive concrètement aux formes de mobilisation, mais je pense que c'est hyper important aussi de donner le paysage tout autour, parce que d'autant plus que c'est le premier dialogue démocratique organisé par le Laboratoire Nord sur cette question des formes de mobilisation de la diaspora. Tu viens de finir en disant que tu constates que depuis plusieurs années, il y a tout un intérêt aussi des diasporas sur ces questions de sécurité et que ça se manifeste de différentes manières, que ce soit des solutions qui sont mobilisées ou mises en place pour justement accompagner cette question-là. Mais j'ai eu un exemple très frappant d'un ami qui a développé une start-up, alors elle est plus toute jeune cette start-up, mais qui fait tout ce qui est monitoring par données satellitaires pour effectivement suivre un certain nombre de flux de personnes ou flux anormaux pour pouvoir détecter un petit peu des zones où potentiellement il pourrait y avoir des risques, ou en tout cas il y a un appel à l'attention pour suivre l'évolution dans ces zones-là. Jérôme, est-ce que c'est des choses que toi tu remarques aussi? Cette question, tu disais tout à l'heure qu'on a l'habitude de faire de la recherche, ou en tout cas d'observer toute la question entrepreneuriale de l'engagement des diasporas. La question aussi, ça peut être aussi de l'entrepreneuriat social, donc associatif, etc., mais beaucoup moins sur les questions de leadership, de sécurité peut-être aussi. Enfin, voilà, est-ce que toi, tu as pu observer aussi ça, justement, dans les travaux qui ont été menés par le 2R3S? Alors oui, c'est vrai que le contexte, finalement, malheureusement, se prêtait à ce qu'il y ait un intérêt croissant sur les deux rives de la Méditerranée des questions de sécurité, avec ce qu'on connaît d'abord dans un contexte printemps arabe, puis le Mali, qu'on a considéré pendant longtemps un peu l'épicentre de l'insécurité au Sahel, et puis maintenant, malheureusement, avec ce risque de prolifération de la menace, notamment terroriste, sur les pays du Golfe de Guinée. Je dirais que c'est pas nécessairement effectivement la question sécuritaire en tant que telle qui a été un fer de lance. En fait, c'est véritablement la question de l'évolution des schémas politiques dans ces pays, et encore une fois, de manière très hétérogène. C'est vrai que la façon dont là, je vais être obligé de présenter un peu les choses, grossir parfois un peu le trait pour expliquer ce qu'on a pu appréhender ou vivre, mais évidemment qu'à l'échelle seulement du Mali, du Niger et du Burkina Faso, chaque trajectoire est particulière. Et dans ces particularités, le débat au sein des communautés diasporiques sur les sujets de politique en général, et évidemment de coopération, et par ricochet sur les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, et donc du rôle de la France, c'est d'abord un sujet qui est né au Mali, comme tout le monde le sait. Et évidemment, la représentativité des Maliens et des communautés maliennes en France est sans commune mesure par rapport à la présence des communautés aussi du Burkina et du Niger. Donc, quand vous parlez, et les gens qu'on a interrogés
qu'ils soient des diasporas aujourd'hui. D'ailleurs, et tu le sais mieux que moi, Arland, on n'a toujours pas réussi à trancher sur ce qu'est une diaspora ou pas. Mais on va dire, encore une fois, pour faire simple, qu'on se comprend entre nous, mais que vous parliez à des Maliens qui sont en France à l'instant T, ou à les fameux ripates, ou qui sont entre deux, ou qui voyagent finalement plus à Paris que certaines personnes en province, dites françaises ou autres, tout ça finalement fait qu'il n'y a pas du tout d'homogénéité. Mais c'est vrai que historiquement, il y a une culture politique qui fait le lien ou qui met en lumière cette relation avec la France quand on est avec les Maliens, parce qu'il y a ce lien qu'il y a aussi avec les autres. Mais au Burkina, elle a malheureusement aussi évolué ces dernières années au vu de la situation sur place. Et donc les formes de mobilisation en conséquence aussi sont très différentes. Et je dirais que là où nous, on n'a pas poussé la réflexion jusqu'au bout, mais par manque, dans un souci, je dirais, scientifique et méthodologique, c'est qu'il aurait fallu aussi creuser sur des aspects inter et intra, enfin, je dirais, socio-anthropologiques, pour voir aussi que les mobilisations, parfois, et notamment au Mali, elles appartiennent à des réalités sociales, historiques et géographiques. Donc tout ça n'est pas du tout homogène. La seule réalité qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'il y a un intérêt. Alors, un intérêt, je parle aussi d'opportunisme. On parle d'opportunisme aussi de situation dans l'étude. Mais c'est vrai qu'historiquement, les diasporas, on en a parlé, comme on l'a dit, sur certains sujets. Et on s'est rendu compte que là où d'autres partenaires, les pays nordiques, les pays anglophones, parlaient plus facilement de leadership, comme dans l'ère actuelle où plus facilement il parlait aussi d'influence, parce que comme tu le sais bien, et je pense qu'ici tout le monde autour de la table virtuelle, on sait qu'il y a des sujets qui sont pas, où on n'est pas encore prêt dans le débat public, mais c'est vrai qu'on a vu depuis 10 ans un intérêt croissant pour essayer de comprendre finalement pourquoi il y avait une dégradation de la situation sécuritaire, et on l'a relié effectivement dans le quotidien de ces gens qui appartiennent à ce fameux double espace. Il y a une politisation du quotidien des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés, mais pas avec les mêmes temporalités. Et là où finalement nous on ronge un petit peu notre frein en tant que chercheurs sur cette étude, c'est ce que disait Calvin tout à l'heure, c'est que on peut observer dans des pays limitrophes ou en tout cas dans la sous-région, d'autres formes de mobilisation qui sont plus politiques, qui sont plus liées à la sécurité, au développement, à la diplomatie, etc. Mais on est vraiment hors du cadre, hors du champ qu'on avait borné, nous, dans notre étude. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, et c'est l'une de nos recommandations d'ailleurs, c'est de voir comment, même si l'épicentre de l'intérêt commun, il était d'abord le Sahel, il a été autour de Barkhane, il a été autour de la MINUSMA, au Mali et autour du G5 Sahel. En parallèle, il y a un certain nombre, il y a une évolution finalement de ces schémas de compréhension et des enjeux politiques qu'on a probablement mis de côté parce qu'on avait un focus sur cette zone de l'Afrique, mais en parallèle, il se passait beaucoup de choses et c'est pour ça que nous, on appelle dès maintenant à la fois une mise à l'échelle de cette réflexion, mais également pas seulement une mise à l'échelle, parce que là, l'erreur, et encore une fois, on y reviendra peut-être, mais une des erreurs qui est faite, c'est de se dire, OK, une partie de la communauté internationale a échoué. Nous, on parle plutôt d'échecs collectifs, euh, c'est-à-dire européens ou occidentaux et africains ensemble dans une lutte pour la stabilité. Et l'erreur qu'on est tous en train de faire, et on le voit chez les opérateurs, on le voit chez les grands bailleurs, c'est qu'on dit maintenant, il faudrait qu'on s'occupe du golfe de Guinée, il faudrait qu'on s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Or, depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il se passe beaucoup de choses dans les pays limitrophes. Et il va falloir le reprendre maintenant sous le prisme finalement ce paradigme de la guerre contre le terrorisme et de l'insécurité pour qu'on s'intéresse à nouveau à une région qui était déjà intellectuellement et sur le plan économique, politique, en ébullition. Et donc on est déjà en train de dire attention aux lunettes qu'on voudrait chausser pour voir l'Afrique de l'Ouest comme quelque chose d'assez homogène, là où il faudrait, et je rejoins du coup ce que disait Calvin tout à l'heure, c'est que reprendre un petit peu les différentes temporalités de l'histoire récente pour appréhender avec justesse ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup à toi, Jérôme. Ce qui retrace un peu à la fois la question de la sécurité, mais vue dans un contexte particulier, dans une réalité
qui finalement nous convoque peut-être hein, sur cette question-là et sur cette manière peut-être aussi de ne pas dupliquer des biais ou en tout cas des tendances de lecture à toute comment on appelle ça, à toute une région et lire les choses de manière homogène en faisant fi des particularités qu'il faudrait, enfin qu'on se doit de garder en tête. Alors, dernier point, avant qu'on arrive au temps de questions-réponses, parce que j'en vois déjà quelques-unes. Encore une fois, n'hésitez pas avec vos questions dans l'espace commentaire. On pourra aussi vous ouvrir le micro si vous levez la main et que vous voulez poser une question, mais de manière succincte pour laisser le maximum de place à toutes et à tous. De manière concrète, quand on parle de mobilisation, des formes de mobilisation de la diaspora en faveur de l'agenda démocratique. Donc, on a vu des mobilisations à travers des cercles estudiantins, comme tu disais, Calvin, à travers des cercles de jeunes, pas forcément estudiantins, comme le cercle Félix et Marthe Moumier. Tu as parlé d'un autre programme que je me suis empressée de noter, c'est finalement comment on appelle ça, le programme Ujamaa, ou je ne sais pas comment ça s'organise, mais tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Finalement, je vais illustrer un propos absolument fictif, hein, pour nous mettre concrètement dans le fait de qu'est-ce qui est de l'ordre de la mobilisation en faveur de l'agenda démocratique. Voilà. Je suis ressortissante d'un pays qu'on va appeler, je ne sais pas moi, le Parfait Land. Voilà. Et donc, je constate que finalement, le mode de gouvernance dans ce pays-là n'est pas de l'ordre du respect des droits humains, de l'ordre d'un contexte qui favorise un échange commercial qui permette de profiter collectivement de la valeur qui est produite sur le territoire. En termes d'éducation, pareil, il y a comme des cloisonnements, des castes, et finalement, on n'est pas dans un développement accessible à tous de manière libre et choisie. Pareil pour la santé. Enfin voilà, je développe sur un certain nombre de besoins primaires. Et vivant à l'extérieur, j'observe un certain nombre d'autres manières de fonctionner, parce que c'est aussi ça ce que ça peut apporter sans être diaspora. Et tu disais tout à l'heure, c'est trouver le bon, est-ce que c'est binationaux, est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qu'on dit? Le fait d'être aussi à l'extérieur nous permet d'ouvrir notre paradigme à d'autres réalités et de prendre du recul finalement sur une réalité. Et donc, comment je participe à distance, entre guillemets? Comment je participe depuis là où je suis concrètement? Est-ce que je me réunis en communauté de réflexion de gens qui viennent de ce même contexte que moi et qui ont envie de participer et de monter, je ne sais pas moi, des actions de soutien aux acteurs qui sont sur place? Et donc, c'est de l'engagement associatif, ou est-ce que je convoque l'espace médiatique en réunissant un certain nombre de signataires à des tribunes? Enfin, je liste là des choses. Concrètement, vous, sur le terrain, quelles sont les formes que vous avez pu identifier l'un et l'autre? Calvin, peut-être à toi. Et puis, Jérôme, j'aimerais bien que tu puisses nous éclairer aussi de ton point de vue. Merci. Arlande, je dirais que c'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Alors, le mouvement estudiantin est historique, en fait. Ce sont des cadres dans lesquels les gens sont arrivés. En fait, les premières migrations, depuis les années 60, elles sont estudiantines. Et donc, c'est un cadre de formation, un cadre de réflexion dans lequel les gens se retrouvent. Alors, il y a quelque chose qui existait, mais qui a un peu perdu de la force, qui a un peu disparu. Ce sont les cadres de formation des partis politiques africains, des mouvements politiques africains qui avaient des cadres représentés à l'extérieur. Et donc, ici en Belgique, c'était très fort. Et puis, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, on va dire, de la sédentarisation des diasporas, on remarque l'affaiblissement de la représentation à l'étranger des partis politiques. Quand on prend un pays comme le Cameroun, qui était fortement représenté à l'extérieur, aujourd'hui, il y a très peu de partis, à part l'UPC Manidem, qui a encore des cadres de formation.
on a des cadres de mobilisation. Si je prends encore le Cameroun, le MRC par exemple, si je prends le Congo, l'UDPS du président Tshisekedi, ce sont des cadres de mobilisation où on fait des manifestations spontanées, souvent devant le Parlement européen, pour dire à l'Union européenne, arrêtez de soutenir tel dirigeant, ou alors intervenez pour pouvoir, disons, arrêter tel dirigeant qui veut faire un troisième mandat parce que c'est vous qui le soutenez. Ce sont des exemples concrets que je donne. Et puis, on a des mouvements, de nouveaux mouvements qui sont apparus avec les nouvelles migrations, notamment des migrations qui sont passées par la Méditerranée. Pour ceux qui sont originaires du Cameroun, c'est ce qu'on appelle les beaux-ailleurs ici. Et quand on prend un mouvement comme la BASS, la Brigade anti-sardinard, par exemple, c'est un mouvement de mobilisation qui se mobilise contre le régime, mais qui fait des actions coup de poing, des actions coup de poing qui existent ici en Belgique. Et puis, on a d'autres cadres dans lesquels on a des personnes qui interviennent comme on va dire, des personnes qui sont en termes de mobilisation très dans l'action et pas seulement dans la réflexion. Et à ce niveau, effectivement, beaucoup de choses ont changé. On voit de nouvelles formes de mobilisation qui ne sont pas seulement des mobilisations intellectuelles, mais aussi des mobilisations qui sont des mobilisations politiques d'action sur le terrain. Et donc, on voit une diversification finalement des formes de mobilisation politique sur le terrain. Merci beaucoup, Calvin. Absolument clair. Donc, est-ce qu'il y a plus une tendance vers de la mobilisation d'action sur le terrain que de mobilisation de réflexion intellectuelle? Ou est-ce que c'est une lecture trop rapide de le dire comme ça? Alors, ce que je vais dire, c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, on est beaucoup plus dans l'action directe. On est moins dans le militantisme intellectuel qui existait dans les années 80, dans la mesure où dans les années 80, les militantes et les militants étaient beaucoup mieux formés politiquement. Aujourd'hui, ce qui se passe au fond de l'Afrique, c'est-à-dire très loin dans l'Afrique, on est au courant très vite, on se mobilise très vite et on a moins tendance à prendre le temps de lire, de faire des théories politiques et de voir comment on met en place une vraie stratégie pour pouvoir faire des actions coup de poing. Alors, on a eu ces dernières années des exemples, par exemple au Burkina Faso avec le ballet citoyen, que j'ai personnellement eu l'occasion de visiter, envoyé en mission par le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations que je coordonnais à l'époque. C'est un mouvement qui a fortement inspiré les jeunes ici. Et donc, on va dire, c'est l'un des premiers mouvements qui est arrivé à participer au renversement d'un régime avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, on peut faire des actions rapides et des mouvements de mobilisation qui sont beaucoup plus dynamiques, flexibles, rapides, plutôt que des cadres figés qui sont beaucoup plus intellectuels et qui sont dans des actions coordonnées, qui mobilisent, on va dire, des structures qui sont beaucoup plus lourdes comme des partis politiques. Et on a beaucoup dans la jeunesse une méfiance vis-à-vis des cadres politiques classiques, on va dire. Aujourd'hui, en diaspora, on est beaucoup plus en lien avec des mouvements. Vous connaissez évidemment l'impact de quelqu'un comme Kémy Séba dans la diaspora. La Ligue panafricaine ou Modia d'Amzat Boukari, ce sont des mouvements qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont représentés sur le terrain, sur le continent, et qui ont un impact politique concret. Et c'est beaucoup plus dans ce genre de mouvement aujourd'hui que les jeunes se reconnaissent et agissent, d'où des mouvements comme Oudjama, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, ou alors le cercle Félix et Marthe Mounier. Et donc, on retrouve dans ces mouvements beaucoup plus de flexibilité, d'ailleurs à travers les voyages également. Les jeunes bougent beaucoup à travers les voyages, ils vont et ils viennent rendre compte ici de ce qui se passe exactement sur le terrain et tissent beaucoup plus de liens avec les mouvements sur place. Donc, finalement, les partis politiques sont un peu dépassés, et essayent de se réinventer aussi ici en diaspora à travers leur représentation politique. Merci beaucoup à toi. Jérôme, quel est ton regard sur ce point-là?
Alors, moi, je dirais d'une manière assez générale, il y a une politisation du monde estudiantin qui n'est pas propre à la question des communautés diasporiques. Quand on regarde, encore une fois, j'essaie de rester encore une fois en lien avec cette étude, même si on pourrait parler d'autres pays de la sous-région. Mais sur le Mali, le Niger et le Burkina, euh, malheureusement, parce que ça a eu des conséquences aussi sur les différentes formes de mobilisation de la société civile. Parce que quand on veut parler d'agenda démocratique, il faudrait aussi, si on n'arrive pas si on n'arrive pas à définir ce qu'est la diaspora, on a de plus en plus du mal à définir ce que sont les sociétés civiles aussi. Euh, et donc, moi, ce que j'ai observé avant, et ce que quand même une partie de la littérature dit sur, sur le monde estudiantin et sur la société civile, c'est que malheureusement, il y a toujours eu des cases à cocher, pour le dire trivialement. Et quand on voit des choses, et quand on voit des organisations telles que les conseils nationaux de la jeunesse, finalement, on a affaire à on a affaire à des officines politiques, hein, des partis politiques dans les partis politiques, une cooptation politique de cette jeunesse estudiantine. Et on le voit d'ailleurs aussi en France, hein, très rapidement. On peut identifier aujourd'hui, avec l'actualité qu'on connaît, l'actualité internationale, on peut très rapidement identifier des jeunes qui sont déjà dans les organisations syndicales ou estudiantines en France, qu'on a des chances de retrouver en politique dans 20 ans. Et ça, donc c'est pas propre à l'Afrique, mais par rapport en miroir de cette réflexion, il y a cette politisation du monde estudiantin, de la société civile, pour la société civile en partie liée à cette relation, comme je disais, un peu incestueuse et de cercle négatif aussi, vicieux, dans la coopération, où finalement c'est devenu un métier que d'être de la société civile. Et finalement, c'est pour ça qu'on n'arrive plus bien à comprendre les différences et les frontières entre ce qui est de l'engagement citoyen et le fait qu'aujourd'hui, des gens vivent bien, voire très bien parfois, hein, à travers différentes formes de mobilisation des ONG. Donc, il y a un vrai sujet en amont et qui est décorrélé de la question des diasporas. Ce que nous, on observe, avec une temporalité beaucoup plus restreinte, c'est que, encore une fois, malheureusement, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles hein, avec cette étude, souvent, mais ce qu'on a constaté, c'est une surpolitisation qui s'est développée aussi dans d'autres communautés, euh, au sein des communautés sahéliennes qu'on peut voir au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en France. Et encore une fois, c'est pas hyper représentatif parce qu'on n'est pas allé au Canada, on n'est pas allé en Chine, on n'est pas allé aux États-Unis. Mais évidemment qu'à mesure que la situation politique et sécuritaire se dégrade dans la sous-région, on voit qu'il y a aussi un engagement croissant. Alors, engagement, je ne sais pas si dans 10 ans on parlera d'engagement, parce qu'on pourra probablement contester aussi ces formes d'engagement, parce qu'ils ne sont pas véritablement liés aujourd'hui à une recherche d'atteinte d'objectifs liés à la démocratie, à la bonne gouvernance ou aux droits de l'homme. Finalement, il y a beaucoup d'ONG locales, régionales, qui militent pour les questions de droits de l'homme, et ça depuis toujours. Les questions de droits des femmes, la question de l'accès à l'éducation de base, à la santé, etc. Donc ça, c'est un militantisme historique, hein, qui, encore une fois, qui n'est pas propre d'ailleurs à ces pays-là. Mais la dégradation de la situation et l'enchaînement de coups d'État entre 2021 et 2023 pour ces trois pays a aussi vu de nouvelles formes de mobilisation depuis l'international. Parce que, et encore une fois, pas dans une logique de recherche. Alors évidemment, il y a un militantisme pur et intellectuellement louable de gens mobilisés à qui ça fait mal de voir la dégradation de la situation politique et sécuritaire dans leur pays d'origine, et à qui aussi ça fait mal, on nous l'a beaucoup dit, de voir l'incapacité, parce que pour beaucoup, le cœur est entre deux patries, entre deux ou des fois trois pays même, parce que les frontières sont ce qu'elles sont dans cet espace du Sahel central. Et donc, il y a une inquiétude croissante, et certains ont voulu aussi s'engager parce que
Nous, le point de départ, c'est quand même la crise malienne, comme tout le monde le sait, mais le point de départ, c'est vraiment cette crise politique. Quand Emmanuel Macron décide, finalement, en décembre 2021, de ne pas aller à Bamako rencontrer le chef de la transition, déjà à l'époque, Assimi Goïta. Et moi, je suis au Mali à ce moment-là. Et je parle aux affaires étrangères, je parle avec les uns et les autres, et il y a beaucoup d'attentes. Parce que, comme je le dis, ça fait mal à beaucoup de gens. Alors, il y a des gens qui s'engagent, puisqu'on parle de mobilisation, il y a des gens qui s'engagent dans des dynamiques collectives. On connaît bien les structures de référence dans ces pays-là, qui sont en général le Haut Conseil des Maliens, Nigériens, Burkinabés de l'extérieur, qui sont parfois plus ou moins bien reconnus par les ministères de tutelle. Le Mali, c'est historiquement, ça fait 30 ans que la diaspora, elle est encartée dans des organisations qui sont reconnues et qui sont sous la tutelle du ministère des Maliens établis à l'extérieur. Ce n'est pas forcément le cas des autres pays qui ont en général une unité aux affaires étrangères qui est dédiée aux questions diasporiques. Et tout ça est en train de changer. On l'a vu même jusqu'au Tchad. Il y a des discussions aujourd'hui qui ne sont pas encore forcément sur la place publique, mais sur l'intérêt croissant de l'État vis-à-vis de ces communautés diasporiques, pour des raisons économiques et financières, tout le monde le sait, dans un premier lieu, mais aussi parce que ça représente un levier politique. Et c'est un champ qui est non expérimenté aujourd'hui. Donc, la mobilisation politique, pour faire court, elle existe, elle est historique, sans parler uniquement des diasporas, dans les communautés estudiantines, comme l'a dit notre collègue. Mais on a vu une surpolitisation et une mobilisation depuis ces dernières années parce que les uns et les autres ayant parfois des contacts à la fois pour la France ou à Bruxelles pour l'Union européenne et en même temps dans les pays d'origine, on a vu que ça pouvait servir des intérêts parfois très individuels. Et c'est pour ça que je dis que malheureusement, on a vu ces dernières années, alors évidemment, je connais beaucoup de gens à titre personnel ou dans le cadre des activités du 2R3S, nous connaissons beaucoup de gens qui œuvrent dans l'intérêt général. Mais on a aussi beaucoup vu de gens qui se mobilisaient par opportunisme. Et c'est pour ça que là, on parlait de cloisonnement. Et c'est une des recommandations d'études qui visait à voir comment on peut réfléchir à déjà une plateforme internationale des diasporas africaines en parlant des diasporas des pays sahéliens et des pays du Golfe de Guinée, parce que même si ce n'est pas homogène, l'idée c'était d'essayer de voir comment on pouvait à minima fédérer, et c'est une demande des gens qu'on a interrogés, parce qu'on a vu que à mesure que le climat politique et sécuritaire se dégrade, on risque d'avoir de plus en plus de mobilisations opportunes qui ne vont pas dans le sens d'un militantisme qu'on pourrait louer en matière de développement, de droits de l'homme et de bonne gouvernance. Merci beaucoup, Jérôme. Où tu as déjà embrayé sur la suite, sur quelles pourraient être les recommandations, en tout cas des voies pour répondre à un certain nombre des enjeux que vous avez montrés. Mais je vais tout de suite laisser la place à nos participants et on pourra conclure chacun en fin d'intervention sur justement quelles sont vos prospectives et vos voies de réponse à un certain nombre d'enjeux. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Guy, est-ce qu'on peut donner le micro aux personnes qui ont posé les questions pour qu'elles les formulent à l'oral? Alors, il y avait la question que D'accord. Donc, voilà. on va juste leur demander de lever la main et on va ouvrir leur micro. Alors, il y a déjà Christine qui avait posé la question justement sur le cloisonnement, mais je crois qu'on y a déjà répondu en disant finalement que c'était un cloisonnement à la fois par spécialité, c'est-à-dire recherche, comment on appelle ça, militantisme ou diplomatie, mais en même temps un cloisonnement dans que ce soit entrepreneuriat, leadership, etc. Et la question qui venait après, c'est quelles seraient les voies de sortie de ce cloisonnement? Et donc, tu en as parlé avec cette plateforme finalement. Est-ce que c'est un grand espace de rassemblement entre les diasporas africaines? Est-ce que c'est que le Sahel ou est-ce que c'est africaine avec un grand A? Et donc, il poserait la question de comment on anime cette plateforme, qu'est-ce qu'on y propose pour qu'elle puisse effectivement ne pas juste être un gros forum où finalement on ne sait pas comment s'orienter au milieu de tout ça. Ok. Oui, je te relaisse la main,
Guy, mais je crois qu'il y en a une autre aussi assez longue. Je pense que c'est sur comment faire entendre la voix des jeunes, hein, pour le dire de manière synthétique, qui a été En posée effet, par, voilà, c'est bien ça. Et l'autre Rémus point de Safar. cette question, c'est de savoir quel est l'avis des intervenants sur le panafricanisme. Mais je pense que cette question est beaucoup plus adressée à Jérôme parce que la question poursuit en disant, au regard de la situation actuelle au Mali, au Tchad et autres, les pays du Sahel en général, où les bases françaises sont appelées à plier bagages, n'est-on pas en train de créer une autre forme de colonialisme? Je sais pas. J'avoue que je ne comprends pas trop bien la question. Mais tu es en lien avec la Russie, c'est-à-dire que les forces françaises sont demandées de partir, mais de l'autre côté, on tend la main à la Russie. Est-ce que on ne s'est pas changé, voilà, c'est pas changer une chemise bleue pour une chemise verte, quoi. Et donc, il y avait aussi la question de la participation des jeunes. Comment les jeunes peuvent faire davantage entendre leur voix après maintes et un plaidoyer. Ça revenait aussi dans la question qui a été posée par la même personne. Alors, peut-être que la question de la mobilisation et de la voix des jeunes, Calvin, je veux bien que tu lui répondes. Jérôme, tu prends le point sur la question, finalement, du souhait de faire partir les forces françaises dans ces zones-là, mais qu'en parallèle, il y a des accords de sécurité qui sont faits avec d'autres forces occidentales. Calvin, tu veux peut-être répondre en premier sur les voies pour les jeunes de se faire entendre Oui, davantage. je m'excuse pour le bruit autour de moi, mais voilà, les réunions Parfait, vont merci. commencer. Je vais faire le lien avec le panafricanisme. En fait, les jeunes se mobilisent déjà, mais on remarque une lassitude des jeunes par rapport aux plaidoyers, parce que les plaidoyers prennent la poussière sur les étagères des armoires. Et on a aujourd'hui une différence entre la jeunesse des années 90 et celle d'aujourd'hui, ou 2000 et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui n'est plus patiente. Celle d'aujourd'hui ne veut plus entendre patienter, la politique, ça prend le temps pour prendre des décisions. Non, ils veulent du concret tout de suite et maintenant, et ils veulent que ça bouge. Et donc, à partir de ce moment, on a une repolitisation des campus, mais à côté des campus, on a des cadres informels. Des cadres informels, je vous donne des exemples. Alors, on parle des jeunes, mais on peut parler aussi de gens moins jeunes. Les lieux où on fait les tontines, par exemple, les lieux où on fait les réunions de village, par exemple, c'est-à-dire je suis originaire de tel village, je crée une association où je retrouve finalement des gens qui sont originaires du même village, ça devient des lieux de mobilisation politique. On a des formes de structures assez particulières qui tranchent avec ce qui existait avant, qui se créent, qui sont beaucoup plus flexibles, qui sont beaucoup plus dynamiques. Et donc, ces jeunes, aujourd'hui, n'attendent plus les institutions pour pouvoir s'engager et pour pouvoir agir concrètement sur le terrain. On a des jeunes, par exemple, qui vont sur le terrain manifester avec des militantes et des militants de mouvements politiques, de mouvements citoyens. Sur le terrain, on a eu plusieurs cas de jeunes qui se sont fait arrêter sur le terrain, qui sont allés en prison alors qu'ils vivent en diaspora. Et ils y vont pour militer. Et donc, aujourd'hui, on a déjà cela. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de créer des espaces comme celle-ci, comme ceux-ci, où les jeunes peuvent venir témoigner concrètement de leurs actions et de leurs attentes. Parce que Jérôme parlait des opportunistes, finalement, c'est qu'on a un vide qui est laissé aujourd'hui par rapport à cette nouvelle forme de mobilisation qui ne veulent plus patienter, qui veulent beaucoup de peps, qui veulent beaucoup plus de radicalité quelque part. Et quand on n'arrive pas à leur proposer de la radicalité positive, eh bien, on laisse la place aux opportunistes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Par rapport au panafricanisme, on revient à des jeunes qui, dans la mobilisation de l'agenda démocratique, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes sont dans un certain dilemme. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali, on se rend compte que les jeunes sont en attente de démocratie, c'est-à-dire que les peuples, les aspirations des peuples, mais aussi leur voix soient plus écoutées, mais ils sont aussi en attente de plus d'autorité. Et donc, on voit qu'il y a une certaine popularité des militaires qui arrivent au pouvoir et qui reprennent, par exemple,
disons, des slogans de Sankara, des slogans de Lumumba. Et là, on a une attente du panafricanisme qui est très forte. Et donc, moi, je pense qu'il faut créer des cadres d'expression, mais aussi des cadres d'action qui permettent de faire le lien entre ces deux mouvements, entre l'attente d'un panafricanisme qui a chevillé au corps la question de la souveraineté des États africains et de la direction des Africains par eux-mêmes, finalement, ne pas attendre l'extérieur. Et donc, ces cadres doivent pouvoir être créés ici en diaspora. Et je pense que ce que fait le Labo Nord est assez intéressant. Et il faut voir comment cela peut s'adapter de manière flexible, de manière dynamique par rapport aux lieux où ces jeunes se réunissent, aux lieux de réflexion et d'action dans lesquels ces jeunes, finalement, se réunissent et essayent de pouvoir satisfaire leur volonté de changer les choses. Merci beaucoup, ce qui donne énormément de perspectives et même de passage à l'action très concret finalement. Ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est finalement, on est dans une ère où, en tout cas, et ça va faire le lien avec une question qui est juste en dessous, qui a été posée par Timothée. On est dans une ère où il y a eu la phase où on réfléchissait et où on nous disait d'attendre et on attendait. Il y a eu la phase où on s'est dit, en fait, non, nous, on veut agir et on veut agir sur les deux côtés. Donc, on est une fois là, mais on est aussi là-bas. Et finalement, l'action ne s'est pas forcément mise en place comme on l'attendait. Et on est dans la phase de l'instantané, c'est-à-dire qu'il est 12h05, je vois un tweet sur un sujet qui m'interpelle, je le republie, on le republie et rapidement, cette notion de la viralité que donnent à la fois les réseaux sociaux et la vie numérique permet déjà un premier niveau de pression virtuelle. Mais ça veut dire que parallèlement, que ce soit par les boucles WhatsApp, on peut vite s'organiser pour passer. Donc, c'est comment finalement on crée cet espace qui permette de canaliser les énergies vers des dynamiques qui sont, comme tu disais, Jérôme, des dynamiques militantes et sincèrement engagées. Enfin, voilà, plutôt que des dynamiques qui soient un peu prédatrices et emprunt à prendre une énergie pour l'orienter vers des voies qui soient moins vertueuses que ce qu'on entend. Donc, comment on crée finalement ces plateformes? Et tu disais des plateformes qui soient à la fois des plateformes d'expression, d'action, mais je rajouterais peut-être pour rejoindre ce que tu disais au départ, mais aussi de réflexion. Parce que finalement, cette capacité finalement à former cette jeunesse à la lecture politique, à la construction de nouvelles pensées pour répondre aux enjeux africains depuis des paradigmes africains, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on se retrouve finalement à court de proposer des solutions pour nous-mêmes, finalement, où on ne les voit pas émerger depuis le temps qu'on en parle. Un panafricanisme qui, finalement, n'est que contre, mais qui est très peu pour. En tout cas, on voit très peu de solutions proposées et d'agendas concrets sur lesquels on pourrait bâtir quelque chose de constructif. Donc voilà, qu'on puisse allier finalement les trois, la capacité à réarmer la pensée comme le veut la Fondation, mais aussi à créer des espaces concrets de passage à l'action, d'expression et de passage à l'action. Est-ce que c'est ça? Oui, mais Arlande, je pense que je vais juste apporter une précision. Oui. Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place et qui ont eu du succès. Si je prends les ateliers de la pensée à Dakar, par exemple, ce sont des ateliers qui ont été fortement suivis ici. Hein, et ce sont des choses, quand je vois ce que fait Winsar fait, notamment par rapport aux questions de restitution des œuvres d'art, etc., et ce qu'il fait à Dakar, c'est absolument important. Récemment, le pouvoir sénégalais a organisé un sommet panafricain avec des organisations panafricaines où des jeunes ont été. Ce sont des réponses. Et je dirais, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une demande des jeunes à remettre en cause la démocratie telle qu'elle est professée, telle qu'on veut l'imposer du Nord. Et ils se disent, mais à partir de notre tradition anthropologique d'origine, et donc c'est toute la réflexion que l'on a philosophiquement dans certains lieux en Afrique et dans les diasporas, sur la démocratie de la palabre qui existait avant dans les sociétés démocratiques, est-ce qu'on est obligé d'avoir un président de la République? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des ministres? Ou est-ce qu'on peut partir de la base de ce qui existait dans les royaumes africains à l'époque et les adapter finalement
en fonction de notre histoire, de nos vécus, à ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et ça, ce sont des questions qui vivent beaucoup aussi chez les jeunes. Absolument, c'est tout à fait ça, cette démocratie substantive qui se base sur des réalités endogènes. Oui, effectivement, mon propos n'était pas dit de réinventer la roue, mais effectivement, identifier ce qui existe déjà, le renforcer et en tout cas permettre un espace de fédération, en fait, que l'information soit accessible au plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse y participer. Je me tourne vers toi, Jérôme, s'il te plaît, sur cette question finalement qui a été posée entre la volonté voilà, de faire partir les forces françaises de ces pays sahéliens, mais de l'autre côté, cette main tendue à la Russie, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en lecture rapide comme un changement finalement voilà, un changement En fait, on ne change pas tellement la situation, on change juste les protagonistes. Est-ce que ce serait ça? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites et j'arrive même à le relier un peu à la question sur quid de qu'est-ce qu'on fait avec la jeunesse, mais ce n'est pas propre à l'Afrique pour la peine, bien qu'on veuille beaucoup nous parler des questions démographiques notamment, mais c'est d'une manière générale dans le contexte international. Et je le disais dans une conférence à l'Université internationale de Rabat il y a un peu plus d'un mois, ce qu'on ne dit jamais, finalement, ou qu'on voit peu, mais là je l'ai vu dans un article cette semaine et j'étais content de le voir, c'est que dans le monde, il y a quand même, il y a eu un monde post-11 septembre 2001, c'est sûr. Et il y a aussi un monde post-Covid, évidemment, mais entre-temps, il y a quand même aussi un monde post-2008 avec la crise financière. Et à partir des années 2010, on voit une sorte d'exacerbation des populismes qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias, notamment en France, à partir de 2010-2013. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans des grands centres de recherche en France et en Europe. Mais quand il s'agissait de l'Afrique, et quand il s'agit de l'Afrique, bah, c'est comme s'il y avait toujours une exception africaine. Et ça a beaucoup été documenté dans la littérature sur l'exceptionnalisme ou non. Est-ce que l'Afrique est dans les relations internationales ou non? Ça revient un petit peu. Et moi, c'est ce que je disais il y a un mois, c'est finalement, quand il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir une véritable... Et j'ai encore des ministres, hein, même dans les pays sahéliens aujourd'hui, qui sont sous la coupe des transitions militaires, qui disent qu'il faut qu'on s'occupe de notre jeunesse. Mais il y a un vrai sujet, c'est quelle stratégie de sensibilisation. Et nous, on va plus loin dans le discours et dans l'utilisation des mots. On parle de conscientisation. Il y a 10 ans, on disait déjà, il faut une conscientisation des chercheurs, parce qu'ils ont un rôle à jouer, il faut une conscientisation des médias. Et là, depuis quelques années, on vit dans ce contexte de prolifération des fake news. Et moi, je mets tout ça dans le même paradigme. Parce que je pense que, alors c'est le pari de certains, moi je ne le lis pas dans une boule de cristal, mais il est nécessaire quand même d'interroger ces formes de mobilisation. D'ailleurs, on a nous-mêmes interrogé dans nos colonnes un jeune étudiant à Sciences Po Ex qui a travaillé sur ces formes de radicalité du néo-panafricanisme. Là, en réalité, c'est que ce qu'on voit avec Kémy Séba et d'autres, c'est tout sauf du panafricanisme, et que les pères fondateurs du panafricanisme doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient comment aujourd'hui on utilise à dessein les questions du panafricanisme. Et donc, une des solutions, enfin une solution, c'est bien prétentieux que de dire solution, mais une des idées en tout cas qu'on voit, c'est la question de la sensibilisation. Et dans les discussions qu'il y avait là sur le chat, quelqu'un a parlé à l'aune notamment de la prolifération des fake news. Et pour rebondir, parce qu'on voit beaucoup de gens qui se mobilisent, évidemment, donc il y a ces populismes exacerbés aujourd'hui qu'on voit en Afrique et qui ne sont pas uniquement liés à la présence française ou non pour l'espace francophone, il est lié à une recomposition de la géopolitique internationale qui passe par cette phase de turbulence et qui passe à très court terme par cette phase de dégagisme de l'ancienne puissance coloniale pour ce qui concerne les pays qui ont été colonisés par la France. Mais au-delà de ça, la véritable question, c'est justement en lien avec la construction ou la reconstruction des sociétés locales ou régionales, qu'est-ce qui est véritablement de l'ordre du panafricanisme? Parce que demain, il y aura plus les bases militaires françaises, mais il y aura toujours de toute façon cette relation avec la France pour ces pays-là. Donc je pense qu'on est dans cette phase de turbulence, de redéfinition des enjeux,
Mais ce que moi je regrette en tant que chercheur, c'est qu'on n'ait pas assez rapidement compris que finalement, France ou pas France, États-Unis ou pas États-Unis, il y a une volonté de se réaffirmer. Là où, comme l'a dit Calvin tout à l'heure, c'est vrai que on vit aussi dans l'immédiateté des réalités politiques, socio-anthropologiques, où les gens veulent des résultats tout de suite. Et on a l'impression que pendant des décennies, partout dans le monde, on a fait du plaidoyer, on a dit des choses, et puis qu'on n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, avec le smartphone, tu l'as dit, midi 3, il y a un tweet, à midi 5, tout le monde est connecté. Et moi, je vois que, par exemple, je suis dans beaucoup de boucles fermées WhatsApp, et on commande beaucoup plus l'actualité, la dissolution pendant l'été, on commande tout ça beaucoup plus entre Africains ou dans des boucles africaines que moi-même, là où je peux être dans des boucles qui ne sont pas du tout africaines. Donc c'est cette histoire du village global sur lequel on va parvenir. Mais la question pour moi, c'est jusqu'où on peut interroger, sensibiliser, conscientiser sur des trajectoires finalement de vivre ensemble et de société, où on va pouvoir le décorréler, le dépassionner par rapport à cet instant présent qui est ce dégagisme complètement paradoxal, et j'en terminerai avec ça, puisque c'était ta question, ce paradoxe du dégagisme français à l'aune d'un rapprochement avec la Russie, la Turquie, le Qatar et d'autres. Moi, ce que je constate, et ce que beaucoup constatent, c'est quand même que cette minorité qui fait du bruit dans les capitales, on n'a pas du tout les mêmes réalités et les mêmes arguments, même s'il y a une volonté de se reprendre en main et de penser l'avenir par nous-mêmes, par le continent et pas par la coopération internationale, mais j'entends pas du tout les mêmes choses dès qu'on sort un petit peu des capitales. Et donc ce sentiment et ce paradoxe qu'on observe du dégagisme français pour aller vers les Russes, moi j'ai entendu de mes propres oreilles un célèbre imam malien dire le franc français à l'époque ou l'euro, on sait ce que c'est. Le rouble, on n'en verra certainement jamais la couleur. Donc même pour les plus anti-français qu'on puisse trouver en Afrique ou les plus panafricanistes qui veulent se construire différemment, je ne pense pas qu'on soit en train... Il y aura un avant et un après, comme j'ai dit 2008, un avant, un après Covid. Il y aura un avant et un après présence française sur le continent. Mais ce paradoxe, pour moi, c'est un épiphénomène et on est peut-être plus proche de la fin que du début. Merci beaucoup, absolument passionnant. Dernière question, et c'est sur celle-là que vous allez conclure, qui a été posée, qui est absolument d'actualité avec tout ce qui a été dit sur justement ces formes de mobilisation. C'est quel est le rôle que jouent les réseaux sociaux et les plateformes numériques dans l'organisation et la coordination des actions politiques et citoyennes des diasporas africaines? À la fois quel rôle joue aujourd'hui et comment on peut se projeter vers des voies de solution à la fois sur cette question de cloisonnement, sur cette question de donner des espaces d'expression et d'action, mais en même temps de canaliser pour que l'énergie ne soit pas retournée contre le continent finalement lui-même et le futur souhaitable qu'on formule pour lui. Calvin, je sais que tu es pris par le temps et que tu as déjà dépassé, mais est-ce que tu peux conclure en tout cas sur ta partie là-dessus, et puis on laissera Jérôme sur cette deuxième partie, ce qui te donnera le droit de nous présenter tes au revoir, on te remerciera. Enfin voilà, Calvin, si tu veux bien ouvrir ce temps de conclusion, je te remercie. Oui, merci Arlande. Je vais conclure assez vite parce que je dois partir. Vous entendez peut-être à côté de moi les réunions commencer, mais rapidement, au niveau des réseaux sociaux, ce sont des outils qui sont très utiles pour les jeunes en termes de mobilisation, mais aussi en termes d'accès à l'information. Aujourd'hui, les régimes en place en Afrique ne peuvent plus cacher d'informations aux populations. C'est très compliqué parce que ces jeunes ont aussi des contacts très près du pouvoir, ont aussi des contacts très près des structures qui sont en place, des structures dirigeantes. Et donc, une photo, on voit aujourd'hui dans des espaces, des documents officiels qui sont disséminés un peu dans les boucles WhatsApp. C'est assez illustratif aujourd'hui de la puissance des réseaux sociaux. Et puis, c'est un outil de mobilisation, c'est un outil très fort. C'est un outil aussi qui permet, comme on le fait aujourd'hui, de ne pas forcément se réunir physiquement, mais de pouvoir décider d'action et de mobilisation sans véritablement se voir. Et ça, c'est quelque chose qui entre dans
que ce soit les actions concrètes sur le terrain, c'est-à-dire qu'on peut déclencher une action sur le terrain à partir d'informations en ligne, à partir de réunions en ligne, mais le corollaire, c'est ce que Jérôme a dit, ce sont les fake news. Il y a énormément aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toute une série d'outils, il y a énormément de possibilités de pouvoir détourner l'information, la traiter comme on le souhaite et de pouvoir finalement impacter politiquement les jeunes. Et ça, ce sont les deux faces d'une même médaille, évidemment, que l'on doit pouvoir traiter, mais aussi Internet et les réseaux sociaux sont des sources d'information et on va dire, d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui est, il faut le dire, beaucoup moins livresque. Moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué tout simplement que quand on prend des jeunes peuvent suivre, et Jérôme le dit, hein, ce n'est pas seulement des jeunes afro-descendants ou africains. Quand on prend Mélenchon qui fait un fiche de 5 heures et qu'on a des jeunes qui sont en capacité de l'écouter pendant 5 heures, ou alors de lire des bouquins après, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on les intéresse d'abord par l'image. Et puis ensuite, ils creusent. Et ça, quand on ne les intéresse pas par l'image, par la voix, après, ils ne lisent pas ou ils lisent peu en réalité. Et je crois que ces aspects doivent être présents. Et moi, en tant que formateur de jeunes, politique, en leadership politique, c'est quelque chose que je mobilise beaucoup. Dernière chose, c'est par rapport à ce que Jérôme dit. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est quoi? C'est comment est-ce que nous nous prenons en charge nous-mêmes? Comment est-ce qu'on devient plus fort en nous prenant en charge nous-mêmes? Et moi, j'entends des jeunes dire, si la France ne se remet pas en cause en tant qu'État, dans son dialogue avec les jeunes, dans son dialogue avec les jeunes, dans leur volonté de pouvoir prendre les choses en main, eh bien, on va se retourner vers d'autres, mais pas parce que nous les aimons, parce que nous pensons que c'est une étape nécessaire pour pouvoir avoir notre souveraineté et nous prendre en main. Or, et c'est là que le piège se trouve. L'autre qui arrive, on ne connaît pas forcément ses intentions. Eh bien, on les connaît, ce sont les intérêts. Ce sont des intérêts. Et donc, on a cette réflexion de se dire, en fait, si les États africains se mettent ensemble sur un agenda, la souveraineté des États africains, les jeunes pensent qu'ils seront plus forts. Moi, j'ai entendu des jeunes dire, en fait, si Sankara n'a pas pu réussir, c'est qu'il était assez isolé. Il était assez isolé dans son écosystème et que si on a 2, 3, 4 chefs d'État qui pensaient comme lui, qui étaient autour de lui, et donc c'est pour ça que l'AES, donc cette alliance des États sahéliens a beaucoup de popularité chez les jeunes, on verra ce que ça donnera, mais si nous ouvrons les agendas démocratiques, si nous amenons les pratiques démocratiques à être beaucoup plus ouvertes, à donner beaucoup plus de voix aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, à pouvoir participer et à dire des choses qui font mal parfois aux anciennes puissances coloniales, je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour l'avenir de l'Afrique, pour l'avenir des diasporas. Et je crois qu'en créant des cadres comme le Labo Nord, où on a un dialogue beaucoup plus apaisé, qui est franc, mais qui est beaucoup plus apaisé, qui est beaucoup plus constructif, et la multiplication de ces espaces doit permettre d'amener les jeunes à être beaucoup plus conscients que d'être dans un populisme qui est destructeur. On a eu des exemples en Côte d'Ivoire à l'époque avec ce qu'on a appelé les forats, donc ces sortes d'arbres à palabres où des jeunes se retrouvaient dans leur quartier pour pouvoir discuter librement de l'avenir de leur pays et de la manière dont ils voient les choses. Et donc, je crois que c'est aussi dans ce bouillonnement que cette transition va arriver et va apporter des résultats positifs. Voilà, je suis obligé de vous laisser, mais je voulais d'abord te remercier et remercier Jérôme. La discussion était passionnante et j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir continuer cette conversation qui est très, très intéressante. Et je vous invite, si vous êtes de passage en Belgique, à venir visiter le cercle Félix et Martinier et à rencontrer les jeunes. Aujourd'hui, on a un agenda pour pouvoir rencontrer, par exemple, le PASTEF, le parti de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Par exemple, le jeune Cabral Libi, le jeune opposant camerounais qui passe souvent en Belgique. Ce sont effectivement des rencontres que nous faisons et
je serais heureux de t'inviter, Arlan, d'inviter Jérôme à rencontrer les jeunes du Cercle Félix et Mathilde. Merci beaucoup à toi, Calvin. Invitation prise, mais évidemment qu'on va se revoir puisque on a pour ambition d'organiser un bel événement en mars prochain à Bruxelles. Donc, en présentiel, vous pouvez déjà ouvrir vos agendas au mois de mars 2025. Ce sera plutôt vers la fin du mois. Et on vous attendra toutes et tous nombreux pour vivre ce temps. On l'a bien entendu dans les recommandations, créer des espaces comme ça de dialogue ouverts en virtuel pour plus de facilité, mais aussi en présentiel pour pouvoir se voir et dessiner en tout cas ce qui pourrait être des squelettes de feuilles de route communes. Merci beaucoup, Calvin. Merci pour ton temps. Et puis, on continue avec toi, Jérôme. Jérôme, sur cette même question, et comme ça, mot de conclusion, le rôle des réseaux sociaux, et peut-être que ça pourra aussi faire le lien avec un certain nombre d'autres recommandations issues de ton rapport. On en a entendu l'une ou deux dans les différentes interventions. Peut-être que d'autres sont aussi en lien avec ces plateformes numériques, à la fois leurs opportunités et les points de vigilance qu'elles suscitent. Merci. Oui, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. On a une recommandation qui est justement portée au-delà et sur, je dirais plutôt l'opérationnalisation, c'est-à-dire la finalité de cette plateforme. C'est pas un fora de plus ou surbureaucratisé en imaginant des systèmes de points focaux comme on l'a vu sur beaucoup de projets et qui fonctionnent pas. Mais effectivement, il y a une des finalités, c'était de dire mais comment dans ce contexte actuel, dans une logique évidemment de changement de paradigme, je pense que ça c'est acté, de travailler véritablement dans la lutte contre la désinformation, parce que c'est quelque chose que finalement beaucoup n'ont pas vu venir, que d'autres se servent, et plus largement, elle pose cette question évidemment de la question des réseaux sociaux. Alors Calvin, il a parlé de cette formidable capacité d'amplification. Ces outils d'amplification, ils sont à double tranchant, tout le monde le sait. Il faut les canaliser, il faut se les réapproprier. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de sensibilisation et de conscientisation. C'est-à-dire que c'est la question de, comme en politique, la question des hommes providentiels, je crois que là, encore une fois, on a parlé du sankarisme ou de l'évolution de ce que ça pouvait donner par rapport au panafricanisme, mais je pense que c'est aujourd'hui un appel à une démarche qui soit co-construite. Co-construite quand on parle des diasporas, donc des afrodescendants ou de l'Afrique, voilà, dans des secteurs particuliers, mais d'une manière générale, moi, ce sur quoi je mets l'accent depuis quelques temps, c'est quand même cet avant et cet après, avec un exemple concret, c'est ce laboratoire d'expérimentation qu'est le Sahel, mais qui s'impose déjà à l'Afrique de l'Ouest dans la redéfinition des relations nord-sud, de la coopération, cette inertie qu'on voit dans la coopération, et qui a créé toutes ces frustrations pendant pendant des années et pendant plusieurs décades même, parce que finalement, beaucoup de gens se disent, mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on parle de milliards, on parle d'infrastructures, et puis finalement, on voit que les indices de développement humain, les indices de gouvernance, la prise en compte du genre des jeunes, finalement, rien n'a été pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est nécessaire de se réapproprier tout ça parce que il faut se réapproprier les réseaux parce que pour moi aussi, même si c'est à saluer ce travail d'amplification, il y a aussi une fragilisation de la démocratie. Une fragilisation finalement de notre capacité à avoir des idéologies bien fondées. Parce qu'on dit tout et n'importe quoi à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et c'est ce qu'on apprend déjà aux enfants en primaire, hein, en géographie, on parle d'Internet, dès le CM1 et le CM2 aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dompter à nouveau tout ça. Parce qu'on est maintenant nous-mêmes les esclaves de ces machines, de l'intelligence artificielle. Arland, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et donc ça, je pense que ça concerne le Nord comme le Sud. Penser aujourd'hui ou repenser des modèles de démocratie, et ce que veut dire la démocratie à Paris, à Bruxelles, à Washington, est-ce qu'elle veut dire à Lomé, en Ouganda ou ailleurs, il y a un travail de fond qui doit être fait, et pas seulement par des intellectuels, parce qu'aussi, il y a un risque de, à chaque fois, surintellectualiser des débats. Et on le fait, et encore une fois, je parle en tant que chercheur, où dans des microcosmes, on va débattre de choses très intéressantes, mais on va omettre ce qui est l'essentiel, c'est quand même l'humain dans tout ça. Hein, depuis 1994, on parle de la sécurité humaine. On ne voit pas encore où on a priorisé l'humain dans la sécurité, dans les politiques de coopération. Et donc, je pense que vraiment, pour le mot de la fin,
ce qui est intéressant sur cette question de très d'actualité, sur les réseaux sociaux, il faut se les réapproprier et surtout faire un travail de fond sur dans quelle mesure elles impactent positivement ou non les différentes entreprises et les différentes mobilisations pour la démocratie et la bonne gouvernance. Et ça, c'est un travail collectif qu'il faut faire entre le Nord et le Sud. Et encore une fois, je pense que la question de la lutte contre la désinformation, des fake news, c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps et qui finira d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans cette période un peu où on se cherche tous collectivement et on appuie certaines puissances, certains acteurs appuient sur les blessures, appuient là où ça fait mal, et on a juste enfoncé des portes déjà à moitié ouvertes sur la question de ce rapport, notamment, on l'a dit, à l'ancienne puissance coloniale ou autre. Mais je pense que c'est véritablement collectivement qu'il faudra faire ce travail, et c'est quelque chose qui se fait justement dans les grains, dans les fadas, dans les capitales et dans les campagnes, et pas seulement dans les zones urbaines, mais c'est quelque chose qu'on doit aussi faire au niveau de la communauté internationale, au niveau des bailleurs de fonds, pour repenser son rapport à la jeunesse d'une manière ou d'une autre, et pas seulement dans ce contexte de crise. Merci beaucoup à toi pour ces mots de conclusion qui finalement nous invitent à prendre cet espace numérique qui à la fois est une opportunité, mais aussi une opportunité à double tranchant, tant elle est d'un coup exponentielle et donc rapidement hors de contrôle, si on n'y est pas déjà. Et donc, une forte invitation, je pense, à la fois, comme tu l'as dit, hein, à la sensibilisation, à l'appréhension en fait de cet espace et à son utilisation. Qu'est-ce que ça peut, voilà, quelles en sont ses forces, quelles en sont ses limites et quelles peuvent être les retombées aussi. Je pense que c'est important pour parler aussi de sécurité dans cet espace numérique finalement. Et donc aussi une lecture beaucoup plus juste puisqu'il a été aussi beaucoup question de la jeunesse et de sa participation, de finalement qu'est-ce qu'on appelle jeunesse, c'est qui cette jeunesse, quelles sont ses attentes, et elle n'est sans doute pas homogène tant il y a de diversité, de réalité et de territoire. Merci à toutes et à tous. On arrive à la fin de ce temps d'échange, ce premier dialogue démocratique. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on en refasse d'autres, parce que nous, on a prévu effectivement d'en faire d'autres sur 2 autres thématiques avant les grands dialogues démocratiques qui auront lieu en physique au mois de mars 2025 à Bruxelles, où on vous attend toutes et tous absolument nombreux pour pouvoir continuer les échanges, se rencontrer et aborder les thématiques qui sont clés pour vous. D'ailleurs, vous pouvez les mettre en commentaire, les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde à Bruxelles quand on va se retrouver. J'ai vu dans un commentaire quelqu'un dire qu'il a manqué l'aspect économique dans ce débat, parce qu'effectivement, quand on parle de mobilisation des diasporas, on parle aussi de tout l'apport financier qu'elles apportent, hein, qui est au moins 2 fois supérieur au global et au total des APD, donc des aides publiques au développement. Évidemment, c'est un sujet important qui aurait pu aussi faire partie, on l'a dit assez rapidement, Calvin, et toi-même, vous l'aviez souligné, que souvent, quand on parle de mobilisation des diasporas, c'est d'ailleurs ce qui vient tout de suite en premier, et beaucoup moins l'aspect leadership et politique de la mobilisation des diasporas. C'est aussi pour ça qu'on a aussi voulu voilà, mettre le zoom sur cet aspect dont on parle beaucoup moins, mais qui est tout aussi important. Quelqu'un d'entre vous deux disait que le contexte démocratique favorise la bonne utilisation et puis même le développement des fonds qui sont envoyés sur les territoires. Et donc, effectivement, il n'y a pas de modèle démocratique à copier-coller, mais c'est une démocratie qui s'ancre dans la réalité et les cultures des territoires. Et donc, merci à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, jusqu'à mars, il va y avoir encore 2 dialogues démocratiques. Il y en aura un fin juin, un février. Et puis, on se retrouvera en mars à Bruxelles. Donc, les rendez-vous peuvent d'ores et déjà être pris. Les prochaines thématiques, on les connaît déjà. On va parler des formes de mobilisation féminine de la diaspora en faveur de l'agenda démocratique. Et puis, on fera un gros zoom au mois de février sur la question du numérique, on en a déjà parlé aujourd'hui, et de cet espace qu'il faut finalement redompter, puisque pour en faire vraiment un espace en faveur et au service de la participation citoyenne et de la démocratie. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Merci à vous. Je vois beaucoup de mots de soutien. Merci pour cette séance. Il y a une main levée, mais on va devoir y aller
Guy, est-ce que tu nous donnes 3 minutes pour prendre cette main levée? Oh là là, on est déjà à 20 minutes. Ok, C'est ça Guy le marche. maître du temps et j'ai déjà Ça dépassé le marche. temps. Ça marche. Je pense s'il est très bref, ça ira aller. Ok, eh bien écoute, je te laisse. Jérôme, tu nous permets? Merci. Tout à fait. Avec plaisir. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour l'information. Je m'appelle Tikri Bilal, je suis la fondatrice de Télécommunications, c'est l'agent de la communication. Franchement, cette réunion, c'est très important. Bon, ma question, c'est par rapport à la conférence qui est organisée au Bruxelles en mars. Comment ça se passe? Est-ce que il est financé totalement ou bien les billets et tout, chacun de nous prend leur décision? Merci. Alors déjà, merci beaucoup pour cet intérêt. Je vois qu'on est déjà voilà, engagés à nos côtés. Chacun d'entre vous, enfin ceux qui veulent participer à la conférence, bien sûr, comme je l'ai dit, on vous attend nombreuses et nombreux. L'organisation sera gérée proprement par chacun de vous selon les modalités que vous avez envie de prendre. La Fondation ne va pas pouvoir prendre en charge tous les participants qui viendraient de contrées diverses. Selon les modalités que vous avez envie de suivre, on sera ravis de vous accueillir sur le lieu. Merci à vous. Est-ce que ça répond à votre question? Et si c'est bon, on va pouvoir vous remercier toutes et tous chaleureusement pour votre présence. On vous donne rendez-vous déjà au mois de janvier pour le deuxième dialogue démocratique en ligne. En février, on se retrouvera et puis Bruxelles sera l'étape en présentiel, tous ensemble, en tout cas avec le plus grand nombre d'entre vous, nous l'espérons. Merci encore, Jérôme. Merci pour ton temps. De toute façon, Merci nous, à on toi, continue Arlande. la Merci à tous. collaboration Avec avec grand le plaisir. 2R, 3S, les travaux que vous avez faits. Ça va être vraiment très utile pour le laboratoire aussi de pouvoir s'appuyer sur toute cette documentation, tout ce travail de recherche que vous avez fait pour pouvoir construire avec nos différentes parties prenantes, ce qui pourra être cet espace finalement de collaboration, de mise en pratique et de réflexion. Merci beaucoup, Arlande, à tout moment et à disposition. Merci. Guy, mille merci à toi. À toutes et à tous, une excellente soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.